Je range mon bureau, c'est la numéro 75. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui, 25 juin, parce que je me suis aperçu que Tanner45 comptait désormais 499 abonnés. Alors c'est très peu, hein, si on regarde la plupart des chaînes littéraires que je suis, elles en ont beaucoup plus, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour mettre en place des échanges, donner des conseils, et je sais que par cette chaîne, par les vidéos Je range mon bureau notamment, mais pas seulement, la série des 29 contemporaines continue d'avoir un certain retentissement, on va dire, à petite échelle, mais quand même, je vois passer de temps en temps l'efficacité, on va dire, de mes recommandations, on va dire ça comme ça, et puis la manière dont on échange le dialogue autour de ces vidéos. Donc peu importe. En tout cas, on est sur les chiffres ronds, un cap va être franchi, 500 abonnés, aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Eh bien, pour ce 500e abonné, ou pour célébrer ce 500e abonnement, j'ai décidé de lancer un petit concours, comme ça se fait parfois. Et comme il y a un livre dont je ne vous ai toujours pas parlé, mais que j'ai déjà lu il y a maintenant plus de 2 mois, c'est Le Premier Souper d'Alexander Dicko aux éditions La Volte. J'en ai 2 exemplaires. C'est un livre que vous pouvez acheter à la librairie Les Saisons à Tours, notamment si vous êtes de Tours, sinon vous trouvez un autre endroit où l'acheter. Mais comme j'ai un 2e exemplaire de ce livre, eh bien j'en vais en faire cadeau. Et comment on va faire? On va faire un petit tirage au sort. Vous mettez un commentaire sous cette vidéo. Au 20e commentateur, commentatrice, j'arrête le concours, je lance un dé à 20 faces et ça déterminera à qui j'envoie cet exemplaire du Premier Souper d'Alexander Dicko. Et puisque je n'en ai pas encore parlé, eh bien je ne vais pas en parler aujourd'hui, histoire que éventuellement vous ayez la curiosité d'aller voir un peu ce qu'est ce texte. Et c'est un texte extrêmement dense, extrêmement riche, dans une langue très belle. Moi j'aime beaucoup Alexander Dicko comme poète, et là c'est donc un texte de prose narrative, de l'ordre, on va dire, de la science-fiction ou du roman d'anticipation, je ne sais pas très bien comment on pourrait dire, et avec des éléments, en fait, historiques, en fait, des éléments qui empruntent, en fait, au code de la prose historique, peu importe. Il faut que je fasse attention, car je suis en train de faire bouger le téléphone, c'est mon installation précaire, peu importe. Donc voilà, un petit concours pour commencer, 500 abonnés, un exemplaire du Premier Souper d'Alexander Dicko offert, c'est celui que je me suis acheté moi-même, l'autre il m'a été envoyé par l'auteur et par l'éditeur. Donc je mets en circulation mon exemplaire à moi. Voilà. Allez, on parle un peu de certains textes. Il y en a plusieurs que j'avais énumérés, que j'avais montré vite fait dans la vidéo 70, dans laquelle j'expliquais que j'avais une pile monstrueuse et que je ne savais pas comment j'allais l'écouler. Eh bien aujourd'hui, on va écouler certains de ces livres-là. Il y a On ne discute pas l'infini d'Emmanuel Le Cam aux éditions Gros Texte. Et pour essayer de faire tenir un maximum de livres dans cette vidéo, et pour pas trop parler, je vais surtout lire aujourd'hui. Vous me tendez la main dans la nuit lorientaise. Elle est belle et vôtre, et je l'aime, saisie au vol, elle vient prolonger le désir d'être ensemble par fulgurance, par désespoir aussi. Je lis le Talmud, je ferme les yeux, je reprends mon souffle, je vous vois mon plaisir d'être dans la simple lecture et l'approbation. On ne discute pas l'infini d'Emmanuel Le Cam aux éditions Gros Texte, et c'est une parution récente, je crois, je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises en fait. 2010, c'est pas du tout une parution récente. Parution récente, et j'en avais parlé vite fait dans la vidéo 70, le dernier recueil de poèmes de Pierre Vinclair, Le confinement du monde. Et c'est un recueil de sonnets écrits pendant le premier confinement, avec un prologue et différentes parties, les chansons Covid, les sonnets de chiffon, et la troisième, je ne sais plus, c'est une couronne, tout simplement. C'est donc une couronne de sonnets dédié aux morts du corona. Donc voilà, Pierre Vinclair s'approprie un matériau ultra contemporain qui est bien entendu la pandémie et ses conséquences évidemment également sociales, mais aussi ses conséquences esthétiques et littéraires. Et donc il y consacre ce volume de sonnets aux éditions L'Hurlure. J'allais dire qu'on ne présente plus, mais enfin on peut quand même les présenter, ou plus exactement, si vous voulez aller y voir, vous irez sur le site web, l'hurlure.net, voilà, ça coûte 9,50 €, on le voit à cette occasion-là. Et je vais vous lire un des sonnets. C'est le 22e. Le dernier des chansons Covid, si je ne m'abuse.
Si ça se trouve, je m'abuse. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'est ça, oui. Comment, suite au confinement insupportable, demande de Mignons Agneaux, la politique ne suivrait-elle enfin le chemin de l'éthique? Ma boule est un sonnet dont le cristal fait fable. Un chien, n'aimant que les plaisirs des grandes tables privées, persuada les moutons de la logique de vendre à petit prix la mangeoire publique au vautour, par le ciel de fabuleux comptables. Un virus s'abattit sur le cheptel. Des chèvres auraient infecté l'auge en y posant les lèvres. Le germe affaiblissait les finances rapaces. La bergerie racheta tout sur les vivats. Morale, c'est au nom du tour de passe-passe suivant. Que croyez-vous, bon sang, qu'il arriva? Alors avec des échos intertextuels, La Fontaine, Voltaire, de par ce que j'ai entendu, mais aussi Jarry, parce que les finances rapaces du vers 11 sont orthographiées P-H-Y-N-A-N-C-E-S. Donc ça, c'est un hommage direct à Ubu, les finances. Donc voilà, avec ces modèles intertextuels assez différents, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, Pierre Vinclair fait œuvre de poésie et de commentaires sociopolitiques, tout en revisitant un genre qui n'est pas celui du sonnet, plus exactement une forme qui n'est pas celle du sonnet, qui est la fable en fait. Je ne sais pas, non d'ailleurs la fable est plutôt un genre et le sonnet est plutôt une forme. Voilà, c'est le problème de l'improvisation. Donc c'était une des lectures que je propose du Confinement du monde de Pierre Vinclair. Un livre en anglais, ça sera le seul du jour, parce qu'en fait, ces temps-ci, je lis énormément, depuis 1 ou 2 mois, je lis énormément de littérature australienne, et notamment de littérature australienne aborigène. En anglais, beaucoup de livres empruntés à la BU, j'ai à peu près renoncé à faire les vidéos, je rends des livres, c'est une pause. Ça a été assez compliqué, parce que j'ai dû faire des prolongements en urgence, j'ai dû rendre des livres en urgence des jours où vraiment je ne pouvais pas m'attarder à faire des vidéos à l'université, donc bon, tout ça, j'ai mis un peu en stand-by. Mais bon, voilà, ça c'est un livre qui est à moi, donc il va falloir que je range sur mes étagères. Like a Mule Bringing Ice Cream to the Sun, de Sarah Ladipo Manika. Et Sarah Ladipo Manika, c'est une romancière nigériane. Je vous avais parlé de son roman Independence, qui est un roman qui date déjà d'il y a, je pense, une petite dizaine d'années aussi. Et ça, c'est son deuxième roman, son deuxième grand roman, il date de 2016. Et il se passe en fait en Californie. Et c'est très intéressant parce que c'est un roman qui décrit la vie d'une intellectuelle à la retraite, donc ça décrit un peu aussi le vieillissement, la manière dont cette septuagénaire fait face à son vieillissement et à son refus d'un certain point de vue du vieillissement. Et c'est fait avec à la fois beaucoup d'empathie et puis quand même pas mal d'ironie aussi et d'autodérision, si on s'imagine qu'effectivement le point de vue principal est celui de cette septuagénaire qui n'est pas un point de vue octorial au sens strict, parce que Sarah Ladipo Manika est beaucoup plus jeune que ça. Voilà, donc c'est très bien écrit, c'est très engageant comme texte. Celui-ci a été traduit en français et je pense qu'il n'a pas eu un très grand succès. Et c'est peut-être pour ça du coup que Independence, qui à mon avis a été un gigantesque succès de librairie, Independence, en 2 mots, de Sarah Ladipo Manika, j'en avais parlé, je crois que je ne l'ai toujours pas rangé d'ailleurs. Tiens, il est là. Je fais tout tomber. Je fais pas tomber le téléphone, mais je fais tomber. C'est hors champ, heureusement, vous n'avez pas tout vu. Voilà, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps de Independence, donc il est encore pas rangé. Et ça, c'est un livre qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde anglophone. Il n'est toujours pas traduit en français. Donc peut-être parce que celui-là a été traduit en français et n'a pas rencontré le succès attendu. Allez, on va en lire un petit extrait. Le problème, c'est que le passage que j'ai corné n'est pas forcément... Bon, je vais plutôt prendre le début du chapitre 12. Bless you, darling, bless you, I keep saying, because sunshine is here and has brought me books. Bless you. Then, seeing that she hasn't sat down, I offer her the choice between commode and grubby-looking armchair. Knowing how fussy my friend can be, I smile as she chooses instead to perch on the edge of the bed next to me. She'll be worried about touching anything too dirty, but she may also be afraid of hurting my hip, so I demonstrate how strong I am by shifting from left to right, proving that she needn't be so tentative around my body. Then I tell her that had she come earlier, she would have met the man responsible for my speedy recovery.
I describe my last session with a physical therapist, getting her to picture the lengths to which he goes in order to be discreet while holding my hips in alignment. I recount how politely he instructs me to, quote, clench my glutes, unquote, while I'm busy worrying about how I might prevent myself from inadvertently passing gas when undertaking such physical exertions. I may be old, but farting and burping in public is not something I intend to succumb to, if I can help it. Sunshine laughs, and I joke that the poor man need not worry about an old woman like me. It's not as if I'm going to mistake his touch for one of flirtation or even want to flirt with him in the first place. But the latter is not true. I am flirting when I joke about my creaky knees and stiff joints, all the while hoping he'll compliment me on what good shape I'm in. And whether or not he's aware that I'd like him to congratulate me on my fitness, but who am I kidding? Of course he knows I thrive on his praise, diligently doing all my assigned exercises and more. Chapitre 12, The Like a Mule Bringing Ice Cream to the Sun de Sarah la Diplomanica. Dans un autre, on va faire des allers-retours un peu permanents, et ça c'est un livre dont je vous ai brièvement parlé là encore dans la vidéo 70, le livre écrit par l'éditeur David Meulemans aux Forges de Vulcain, écrire son premier roman en 10 minutes par jour, titre un peu provocateur, mais livre en fait qui permet de dire beaucoup de choses sur l'édition, sur la lecture et puis surtout sur le processus d'écriture et de coécriture, c'est-à-dire le fait que l'écriture n'est pas une tâche entièrement isolée, entièrement singulière, entièrement hors sol, entièrement irréaliste, mais qu'il s'agit tout d'abord de beaucoup de pratiques quotidiennes, usuelles, d'exercices, mais aussi bien sûr de travail et d'écho et de dialogue avec un certain nombre de personnes autour, et puis notamment avec un éditeur ou avec des éditeurs. Donc c'est un livre vraiment dont je recommande la lecture, même si vous ne comptez pas écrire votre premier roman en 10 minutes par jour, même si vous ne comptez pas écrire du tout de roman, il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont intéressantes du point de vue de l'écriture en général. Avec des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord nécessairement. Page 81-82. Dans une fiction, la forme, c'est ce qu'on peut appeler le récit ou l'intrigue. Le récit ou l'intrigue, c'est quelque chose de très important, notamment pour la personne la plus importante dans l'écriture qui n'est pas vous. Je suis désolé de vous l'apprendre. La personne la plus importante dans l'écriture, c'est votre lecteur. C'est ce qui permet à vos lecteurs de lire vos textes, d'avoir envie de lire la page qui suit, car fondamentalement, l'écriture, c'est formuler une phrase qui donne envie de lire la phrase qui suit, le paragraphe qui suit, la page qui suit. En passant, une petite remarque. Dans les quelques études sur la sociologie des écrivains, on découvre que les 4 professions qui fournissent le plus d'écrivains sont les journalistes, les médecins, les avocats et de très loin les enseignants. Il y a de nombreuses raisons qui expliquent ce fait social. Par exemple, il y a aujourd'hui plus d'enseignants que de sabotiers, donc il est logique qu'une profession qui comprend de nombreux membres soit plus représentée que d'autres. On pourrait dire aussi qu'il est naturel que les professions qui ont un fort capital culturel soient plus représentées. Mais j'ai une autre hypothèse, et ce n'est qu'une hypothèse. Quand on est enseignant, on est à l'écoute des élèves, on est attentif à eux, on use parfois de leurs mots pour reformuler ce que l'on cherche à partager avec eux. Dans cette perspective, ne vous dites pas que vous devez devenir enseignant pour écrire, ou que vous devez abandonner l'écriture car vous n'êtes pas enseignant, mais pongiste professionnel. Pongiste est un vrai mot, je l'emploie souvent au Scrabble. Mais dites-vous qu'il y a dans tout écrivain une personne avide de partager avec autrui, et que le partage n'est pas l'expression de soi sans filtre, mais la capacité à suivre une certaine logique de la clarté de l'exposition. Je ne suis pas entièrement d'accord ni avec ce qu'il dit de l'écriture, ça ne veut pas dire que je ne suis pas du tout d'accord, je ne suis pas entièrement d'accord. Il faudrait préciser, mais on aura l'occasion éventuellement d'avoir cette discussion, pourquoi pas dans les commentaires, si vous ne voulez pas juste mettre un commentaire pour participer au tirage au sort du livre d'Alexander Dico, ça peut être, voilà, dans les commentaires. Je ne suis pas entièrement d'accord ni avec ce qu'il dit d'ailleurs de l'écriture, comme la phrase qui donne envie de lire ce qui suit, ni forcément avec ce qu'il dit de l'enseignement ou du lien qu'il y aurait entre l'enseignement et l'écriture. Mais en tout cas, voilà, c'est une hypothèse. Il dit c'est une hypothèse, comment il le formule, qui n'est qu'une hypothèse. Bien, discutons-en éventuellement. Et puis, indépendamment de la discussion, voilà, on peut aller lire, et je recommande vraiment cet essai
très stimulant, très aisé à lire, de David Meulemans, écrire son premier roman en 10 minutes par jour. J'ai parlé la semaine... 2 secondes. Problème de micro. J'ai parlé la semaine dernière des éditions Dodovol. La semaine dernière ouais, c'était pas la semaine dernière. Dans la dernière vidéo, des éditions Dodovol, et les revoilà, avec une autre parution, une autre nouveauté, l'abécédaire des mangroves de Mayotte. Et c'est un livre très intéressant. C'est une collaboration entre une... je ne vais pas dire de bêtises, maîtresse de conférences en littérature française 20e, 21e siècle au Centre universitaire de Mayotte, qui s'appelle Linda Rassoamanan, et Marie Desailes, qu'on ne présente plus, illustratrice, oui, mais aussi co-éditrice chez Dodovol. Et donc, il s'agit de faire par cet abécédaire une sorte de traversée des patrimoines naturels et culturels de Mayotte. Et donc, il y a une introduction qui explique un peu ce qui se passe, voilà, de quoi il s'agit, pourquoi faire cet abécédaire. Et puis ensuite, il y a l'abécédaire proprement dit, qui se présente vraiment comme un imagier, avec donc à chaque fois de très beaux dessins, et puis une notice, et puis des noms, en rouge, en noir et en bleu. Alors, je ne veux pas redire de bêtises, mais les noms, voilà. Est-ce que c'est... Ah, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas retrouver l'info. Voilà, en bleu c'est le nom en shimaoré et en rouge c'est le nom en kibushi. Voilà, et si on regarde là les notes, on a évidemment un certain nombre d'explications aussi sur ces langues-là. Donc on a à chaque fois, outre le nom latin qui est systématiquement donné pour que les spécialistes, les scientifiques puissent s'y retrouver, on a le nom français et puis le nom en shimaoré et en, je vais pas y arriver, en kibushi. Voilà, et donc... par exemple, voilà, le martin pêcheur Vinci, c'est son nom, en français, et donc notice, dessin, etc. Et donc, vous avez un très grand nombre d'entrées avec des textes toujours très intéressants. Le buxin de mangrove, qui permettent donc de s'approprier par le dessin, par le texte, par les jeux textuels, par les jeux lexicaux aussi, tout un milieu, tout un écosystème extrêmement particulier qui est celui de la mangrove. Voilà, l'abécédaire des mangroves de Mayotte, j'ai encore oublié le nom de l'autrice, Linda Rassoamanan et Marie Desailes, aux éditions Dodovol. Quand je dis que vraiment il faut que je range mon bureau, eh bien un livre auquel j'avais pensé consacrer à un moment donné une vidéo Interparesse, et puis j'ai arrêté Interparesse, ça fait maintenant presque un an que je l'ai lu, puisque je l'ai lu l'été dernier, juste à sa sortie, Animal radical de Jérôme Ségal, et entre-temps Jérôme Ségal il a écrit un autre livre, les 10 questions sur l'antispécisme, et ça a été d'ailleurs chroniqué par Ahmed Slama sur le site Littéralutte, je vous y renvoie. Là, c'est Animal radical, qui était son précédent livre, Histoire et sociologie de l'antispécisme, qui d'ailleurs est un livre très synthétique, très utile, dans lequel moi j'ai appris plein de choses quand je l'ai lu l'été dernier. C'est aux éditions Luxe, je vous le recommande très vivement, commandez-le auprès de votre libraire. Si ces questions vous intéressent, le titre c'est Animal radical, ça veut donc dire qu'il va s'intéresser à l'antispécisme, au véganisme, etc., mais sous l'angle de la radicalité militante. Et donc, remonter le fil d'une histoire, et donc il y a une première partie en 3 chapitres qui est historique, une deuxième partie en 2 chapitres qui est plus sociologique. Et si je vous donne les titres des chapitres, vous allez voir un peu vers où on va. Socialistes et anarchistes, les premiers antispécistes. Chapitre 2, l'essor de l'antispécisme. Chapitre 3, Israël, l'Eldorado des véganes et des antispécistes, point d'interrogation, et la réponse est extrêmement mesurée et très argumentée, donc on a une vraie dialectique de cette question-là, mais Israël est vraiment, moi j'ignorais totalement ça, et est vraiment un cas très intéressant pour réfléchir à ces questions-là. Chapitre 4, les analogies. Chapitre 5, spécificité nationale d'un mouvement international. Et là, effectivement, il va regarder notamment la France, le Québec et différents mouvements. Donc c'est un livre de chercheur, écrit par un chercheur. C'est sourcé, il y a des notes, des références. Il ne se cache pas d'être également militant de cette cause-là. La situation de parole, c'est-à-dire d'où Jérôme Ségal
parle est très très clair, il explique à quel moment il est devenu végétarien, puis à quel moment il est devenu vegan et militant vegan, etc., etc. Donc ça, il n'y a vraiment pas du tout d'ambiguïté là-dessus, mais il donne un très grand nombre d'éléments, et notamment de références, qui permettent malgré tout de maintenir une forme de neutralité possible pour le lecteur, c'est-à-dire ni s'offusquer dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas forcément à sa propre idéologie, ni forcément adhérer systématiquement si on partage tout ou partie on va dire, de cet arrière-plan idéologique. Mais vraiment, il y a une neutralisation, une objectivation qui est à l'œuvre dans ce texte-là. Et donc, il est vraiment très intéressant. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas du tout vegan, si vous n'êtes pas du tout, si vous ne vous pensez pas comme antispéciste, ou si voilà, vous n'avez vraiment pas toujours beaucoup réfléchi à ces questions, ou si vous avez réfléchi et que vous avez lu, mais vous avez lu un peu en zigzag dans le désordre par les réseaux sociaux, eh bien voilà un livre qui compte comme un jalon. Je crois énormément à ça. Je suis pas du tout du genre, comme vous le savez, à décrier les réseaux sociaux, le web, les blogs, les vlogs, etc. Je me répands moi-même pas mal sous toutes ces formes-là, mais de temps en temps, il est très important d'avoir des jalons. Je l'avais dit pour Ras de Sarah Mazouz, je le dis pour ce livre-là, il est important d'avoir des jalons, c'est-à-dire des livres relativement courts, extrêmement documentés, qui permettent, voilà, de faire le point et de se dire, voilà, on arrête tout un peu, on essaie de faire une pause et de comprendre de manière un peu plus cohérente ce qui se passe sur un sujet, au lieu de toujours lire un peu à saut et par gambade en quelque sorte, ou en zigzag comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, Animal Radical de Jérôme Ségal aux éditions Luxe. Un livre que j'avais acheté en pensant, comment dire, en faire une recension sur Littéralutte justement, et puis j'y ai renoncé par manque de temps, mais surtout parce qu'en fait j'aurais été obligé de dire des choses un peu désagréables sur ce livre-là, non pas sur le texte lui-même, sur le projet éditorial, etc., mais sur la finalisation, on va dire, du livre. Alors voilà ce livre que j'ai découvert totalement par hasard chez mon libraire, chez un de mes libraires, on va dire. C'est aux éditions Zone Sensible. C'est paru tout récemment, premier trimestre 2021, le journal d'un explorateur noir au pôle Nord de Matthew Hansen, avec une très détaillée, très riche et très intéressante préface du traducteur Kamel Boukir, donc c'est traduit par Kamel Boukir, et c'est comme toujours avec Zone Sensible, un livre très bien documenté, il y a des photos, il y a des cartes, la police est très très riche et très... voilà, très agréable à lire, donc c'est des livres extrêmement bien finis, fignolés, ça nous coûte, j'ai envie de dire même que 18 €, vu tout le travail de recherche et de traduction. Alors on va y revenir justement, c'est le problème, le gros point noir c'est la traduction, mais tout le travail de recherche, d'édition qu'il y a derrière, voilà, c'est un livre vraiment à recommander, et puis surtout c'est son côté extrêmement important sur ce jalon, c'est-à-dire finalement, c'est la première traduction française du texte de Matthew Hansen, qui est un des premiers grands explorateurs du pôle Nord et un des co-explorateurs, on va dire, puisque évidemment il accompagne Peary dans plusieurs de ses explorations chez les Esquimaux, comme on disait à l'époque. Et donc voilà, on a des photos comme celle-ci, de Peary et de Matthew Hansen. Et donc c'est la première fois qu'on a le texte complet, traduit, et donc c'est très intéressant de voir un peu comment l'expédition elle-même s'est déroulé dans des conditions extrêmement dures, bien entendu, jusqu'au pôle Nord, parce que c'est les premiers à atteindre vraiment le pôle Nord, le degré zéro. Alors, ce qui est très curieux dans ce livre-là, et c'est pour ça que j'ai renoncé à en faire une recension, parce que j'aurais été obligé d'être un peu négatif, voire même très négatif sur la traduction. Or, c'est une maison d'édition, moi, que j'ai pas envie d'enfoncer. J'ai pas envie d'enfoncer le travail du collègue préfacier et traducteur, parce que c'est un jalon important. Donc voilà, c'est un jalon important. Le problème, c'est vraiment la traduction qui est bourrée de fautes, qui est parfois complètement illisible. Je veux dire, ça serait traduit du hongrois ou du chinois ou de n'importe quelle langue que je ne lis pas. J'aurais trouvé ça très mal traduit et vraiment illisible. Je m'étais fait même plein de notes de tout ce qui était incompréhensible, faux, des erreurs de français. Enfin, il y en a vraiment des... Il y a au moins une phrase incohérente toutes les pages de toutes les 2 pages. Enfin, c'est vraiment très problématique. Plein de fois, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Moi, je me suis reporté un peu au texte original. Il y a de nombreux contresens aussi, comme je m'en étais douté. Donc, pour toutes ces raisons-là, bien, le livre est du coup vraiment gâché. Et cette entreprise éditoriale vraiment intéressante se trouve un peu réduite à néant. Donc c'est vraiment dommage. Je lirai juste un extrait de la préface
puisque c'est finalement ce qu'il y a de mieux. Alors le texte de Matthew Hansen est très intéressant, mais il est tellement saccagé par la traduction que je préfère ne pas le lire. La préface est très intéressante parce qu'elle recontextualise évidemment tout le voyage de Matthew Hansen dans le contexte des sociétés post-esclavagistes, de l'émergence du Ku Klux Klan, donc de l'identité africaine-américaine aussi et de ce que ça signifie pour cet Africain-américain de s'être retrouvé dans cette position très ambivalente. Et puis bien entendu, le préfacier a beaucoup travaillé sur la position même de Matthew Hansen par rapport aux peuples autochtones, c'est-à-dire est-ce qu'il est du côté des Blancs, est-ce que c'est un potentiel colon américain assez paradoxal du fait qu'il est lui-même africain-américain, ou est-ce que justement il occupe une fonction interstitielle, ou est-ce qu'il a reconnu quelque chose d'une forme de marginalité aussi, ou d'altérité à la fois inassimilable et à respecter chez les autochtones. Et donc tout ça est très très bien analysé dans sa préface par Kamel Boukir. Matthew Hansen est une figure exemplaire du modèle professé par Washington dans la lutte idéologique qu'il engage contre Du Bois. En effet, Hansen confirme le modèle vertueux que cherche à contrecarrer Du Bois. Il fait preuve d'audace, il montre qu'il a du cœur et qu'il possède nombre d'habiletés et de compétences qui composent les réquisites vertueux de Washington. Pour Du Bois, demander aux Noirs d'être vertueux avant de leur concéder le droit à revendiquer des droits, c'est encore faire peser sur eux la charge de la culpabilité de leur sort alors qu'ils n'ont cessé de vivre sous un régime oppressif et raciste. Cette crise du leadership noir est vécue comme décisive dans un contexte où les aspirations d'émancipation doivent impérativement rencontrer les exigences en matière d'éducation, de compétences techniques et de culture politique dans une Amérique en pleine mutation industrielle et où l'État-nation émerge comme modèle d'organisation politique. Cet arrière-plan est en filigrane dans le journal de Hansen. L'exigence qu'il y a à lire entre les lignes invite d'autant plus à l'attention que l'édition de 1910 de son journal entre en résonance avec la crise morale et politique consécutive au choc de l'Amérique ségrégationniste qui découvre stupéfaite qu'un noir puisse surpasser un blanc. Voilà, il me reste très peu de temps avec la mémoire du téléphone, donc je terminerai là-dessus. Donc une impression en demi-teinte, une déception par rapport à cette traduction aussi, vraiment. Mais voilà, c'est un jalon important de l'histoire des ségrégations et de l'histoire de la racisation. Le journal d'un explorateur noir au pôle Nord, Matthew Hansen. Zone